Vers la fin de cette heure, qui précède immédiatement le point du jour, un homme se glissa entre les palissades jusque sous le ventre de l'éléphant. Arrivé, il fit entendre un cri bizarre, dont l'orthographe que voici donne à peine quelque idée. Kirikikiyou. Au second cri, une voix claire, jeune et gaie répondit du ventre de l'éléphant. Oui. C'était Gavroche. L'homme était Montparnasse. Nous avons besoin de toi. Viens nous donner un coup de main. Le gamin ne demanda pas d'autre éclaircissement. Me v'là, dit-il. Et tous deux se dirigèrent vers la rue Saint-Antoine d'où sortait Montparnasse. Voici ce qui avait lieu cette même nuit à la Force. Une évasion avait été concertée entre Babet, Brujon, Gueulemer et Thénardier. Montparnasse devait les aider du dehors. Thénardier, détenu sous prévention de guet-apens nocturne à main armée, était gardé à vue. Un factionnaire, qu'on relevait de 2 heures en 2 heures, se promenait le fusil chargé devant sa cage. À 2 heures du matin, on vint changer le factionnaire. 2 heures après, à 4 heures, quand on vint relever le conscrit, on le trouva endormi et tombé à terre. Quant à Thénardier, il n'y était plus. Il y avait un trou dans le toit. Au moment où ceci fut découvert, on crut Thénardier hors de toute atteinte. La réalité est qu'il n'était plus dans le bâtiment neuf, mais il était encore fort en danger. Son évasion n'était point consommée. Thénardier, en arrivant sur le toit, avait trouvé le reste de la corde de Brujon qui pendait de la cheminée, mais ce bout cassé étant beaucoup trop court, il n'avait pu s'évader. Ruisselant de sueur, trempé par la pluie, les vêtements en lambeaux, les mains écorchées, les coudes en sang, les genoux déchirés, Thénardier était arrivé sur le coupant du mur d'une ruine. Il s'y était couché de son long, et là, la force lui avait manqué. Un escarpement à pic de la hauteur d'un 3e étage le séparait du pavé de la rue. Il se demandait si ses 3 complices d'évasion avaient réussi, s'ils l'avaient attendu, s'ils viendraient à son aide. Il écoutait. Il était sur le haut d'un mur de 10 pouces de large, étendu sous l'averse, avec 2 gouffres à droite et à gauche, ne pouvant bouger, en proie au vertige, et sa pensée, comme le battant d'une cloche, allait de l'une de ses idées à l'autre. Mort si je tombe, pris si je reste. Dans cette angoisse, il vit tout à coup 4 hommes qui se glissaient le long des murailles, et qui venaient vers le renfoncement au-dessus duquel il était comme suspendu. Le fait est que ces 4 hommes, avec cette fidélité qu'ont les bandits de ne jamais s'abandonner entre eux, avaient rôdé toute la nuit autour de la Force dans l'espérance de voir surgir au haut de quelques murailles Thénardier. Il n'osait les appeler. Un cri entendu pouvait tout perdre. Il prit dans sa poche le bout de sa corde qu'il avait et le jeta. Elle tomba à leurs pieds. Ils levèrent les yeux. Thénardier avançait la tête. « Vite, dit Montparnasse, nous lui jeterons une corde, il la fixera au mur. Il en aura assez pour descendre. » Thénardier se risqua à élever la voix. « Je ne puis plus bouger. Tu te laisseras glisser, nous te recevrons, nous seulement la corde au mur. » « Je ne pourrai pas. Il faut que l'un de nous monte, dit Montparnasse. « 3 étages, fit Brujon. Un ancien conduit en plâtre rampait le long du mur et montait presque jusqu'à l'endroit où l'on apercevait Thénardier. Ce tuyau, alors fort lézardé et tout crevassé, était fort étroit. « On pourrait monter par là, fit Montparnasse. « Par ce tuyau, s'écria Babet. Il faudrait un mion. Où trouver un moucheron, dit Gueulemer. Attendez, dit Montparnasse, j'ai l'affaire. Il partit en courant dans la direction de la Bastille. 7 ou 8 minutes s'écoulèrent. 8000 siècles pour Thénardier, et Montparnasse parut, essoufflé, amenant Gavroche. Le petit Gavroche regarda ces figures de bandits d'un air tranquille. L'eau lui dégouttait des cheveux. « Qu'est-ce qu'il vous faut ?» dit Gavroche. Montparnasse répondit « Grimpez par ce tuyau. »« Et ligotez la tortouse, continua Brujon. »« Et puis ?» fit Gavroche. « Voilà, dit Gueulemer. Le gamin examina la corde, le tuyau, le mur, les fenêtres, et fit cet inexprimable et dédaigneux bruit des lèvres qui signifie « Que ça ?» « Il y a un homme là-haut que tu sauveras, reprit Montparnasse. « Sera un, répondit l'enfant.
Il ôta ses souliers. Au moment où il allait monter, Thénardier se pencha au bord du mur. Gavroche le reconnut. « Tiens, dit-il, c'est mon père. »« Oh, cela n'empêche pas. » Et prenant la corde dans ses dents, il commença résolument l'escalade. Un moment après, Thénardier était dans la rue. Dès qu'il eut touché le pavé, il ne fut plus ni fatigué, ni transi, ni tremblant. Voici quel fut le premier mot de cet homme. « Maintenant, qui allons-nous manger ?» Il est inutile d'exprimer le sens de ce mot affreusement transparent, qui signifie tout à la fois tuer, assassiner et dévaliser. Cependant, aucun de ces hommes n'avait plus l'air de voir Gavroche qui s'était assis. Il attendit quelques instants, peut-être que son père se tourna vers lui. Puis il remit ses souliers et dit « C'est fini? Vous n'avez plus besoin de moi, les hommes? Vous voilà tirés d'affaire. Je m'en vais. Il faut que j'aille lever mes mômes. » Et il s'en alla. Paris avait vu plus d'une insurrection. Paris s'accoutume très vite à tout. Ce n'est qu'une émeute, et Paris a tant d'affaires qu'il ne se dérange pas de si peu. D'habitude, le boutiquier dit « Ça chauffe donc? Tiens, ça chauffe !» Un moment après, si l'émeute approche et gagne, il ferme précipitamment sa boutique et endosse rapidement son uniforme, c'est-à-dire qu'il met ses marchandises en sûreté et risque sa personne. On se fusille dans un carrefour, le sang coule, les balles tuent les gens, les cadavres encombrent le pavé. À quelques rues de là, on entend le choc des billes de billard dans les cafés. Les curieux causent et rient à 2 pas de ces rues pleines de guerre. En 1831, une fusillade s'interrompit pour laisser passer une noce. Rien n'est plus étrange. Il faut pour cela 2 choses. La grandeur de Paris et sa gaieté. Il faut la ville de Voltaire et de Napoléon. Cette fois, cependant, dans la prise d'armes du 5 juin 1832, la grande ville sentit quelque chose qui était peut-être plus fort qu'elle. Elle eut peur. Le soir vint, les théâtres n'ouvrirent pas. Les patrouilles circulaient d'un air irrité. On fouillait les passants. On arrêtait les suspects. En ce moment, un enfant, déguenillé, qui descendait par la rue Ménilmontant, avisa dans la devanture d'une boutique un vieux pistolet d'arçon. Il cria « Mère chose, je vous emprunte votre machin !» Et il se sauva avec le pistolet. 2 minutes après, un flot de bourgeois épouvantés rencontra l'enfant qui brandissait son pistolet et qui chantait. La nuit, on ne voit rien, le jour, on voit très bien. D'un écrit apocryphe, le bourgeois s'ébouriffe. Pratiquer la vertu, tutu, chapeau pointu. C'était le petit Gavroche qui s'en allait en guerre. Sur le boulevard, il s'aperçut que le pistolet n'avait pas de chien. De qui était ce couplet qui lui servait à ponctuer sa marche et toutes les autres chansons que, dans l'occasion, il chantait volontiers? Nous l'ignorons. Qui sait? De lui, peut-être. Gavroche ne se doutait pas que, dans cette vilaine nuit pluvieuse où il avait offert à 2 mioches l'hospitalité de son éléphant, c'était pour ses propres frères qu'il avait fait office de providence. Ses frères le soir, son père le matin. Voilà quelle avait été sa nuit. Au petit jour, il était retourné en hâte à l'éléphant et avait extrait les 2 mômes, avait partagé avec eux le déjeuner quelconque qu'il avait inventé, puis s'en était allé, les confiant à cette bonne mère la rue, qu'il avait à peu près élevée lui-même. En les quittant, il leur avait donné rendez-vous pour le soir au même endroit. « Les mioches, si vous ne retrouvez pas papa-maman, revenez ici ce soir, je vous ficherai à souper et puis je vous coucherai. » Les 2 enfants n'étaient pas revenus. Gavroche ne les avait pas revus. 10 ou 12 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit-là. Il lui était arrivé plus d'une fois de se gratter le dessus de la tête et de dire « Où diable sont mes 2 enfants ?» Un peu plus loin, voyant passer un groupe d'êtres bien portants qui lui parurent des propriétaires, il haussa les épaules et cracha cette gorgée de bile philosophique. « C'est rentier, comme c'est gras, ça se gave, ça patauge dans les bons dîners. Demandez-leur ce qu'ils font de leur argent, ils n'en savent rien. Ils le mangent, quoi. Autant on emporte le ventre. » Gavroche sentait croître sa verve à chaque pas. Il criait parmi les briques de la Marseillaise qu'il chantait. « Tout va bien, les bourgeois n'ont qu'à bien se tenir, je vais leur éternuer des couplets subversifs. Je viens du boulevard, mes amis, ça chauffe. En avant les hommes,
qu'un sang impur inonde les sillons. Je donne mes jours pour la patrie, je ne reverrai plus ma concubine. Ni, fini, oui, ni. Mais c'est égal, vive la joie, battons-nous, crebleu. J'en ai assez du despotisme. En cet instant, le cheval d'un garde national lancier qui passait s'étant abattu, Gavroche posa son pistolet sur le pavé et releva l'homme. Puis il aida à relever le cheval. Après quoi, il ramassa son pistolet et reprit son chemin. Rue de Torigny, tout était paix et silence. Cette apathie propre au marais contrastait avec la vaste rumeur environnante. 4 commères causaient sur le pas d'une porte. L'Écosse a ses trios de sorcières, mais Paris a ses quatuors de commères. Elles semblaient debout toutes les 4 aux 4 coins de la vieillesse, qui sont la caducité, la décrépitude, la ruine et la tristesse. Gavroche, arrêté derrière, écoutait. « Les vieilles, dit-il, qu'est-ce que vous avez donc à parler politique ?» Une bordée l'assaillit, composée d'une huée quadruple. « En voilà encore un scélérat ! Qu'est-ce qu'il a donc à son moignon? Un pistolet? Je vous demande un peu, ce gueux de môme !» Gavroche, dédaigneux, se borna pour toute représailles à soulever le bout de son nez avec son pouce, en ouvrant sa main toute grande. La chiffonnière cria « Méchant vanupact ! Il va y avoir du malheur, c'est sûr. Le galopin d'à côté, je le voyais passer tous les matins avec une jeunesse en bonnet rose sous le bras. Et aujourd'hui, je l'ai vu passer, il donnait le bras à un fusil. Et puis le voyez-vous, là, avec un pistolet, cette horreur de polisson. Quand on commençait à être un peu tranquille avec tous les malheurs qu'il y a eu, bon Dieu Seigneur. Et tout ça va encore faire renchérir le tabac. Et certainement, j'irai te voir guillotiner, malfaiteur. Gavroche passa outre. Il eut ce soliloque. Tu as tort d'insulter les révolutionnaires. Ce pistolet-là, c'est dans ton intérêt. C'est pour que tu aies dans ta hotte plus de bonnes choses à manger. Peu après, il passait devant l'hôtel Lamoignon. Là, il poussa cet appel. « En route pour la bataille !» Et il fut pris d'un accès de mélancolie. Il regarda son pistolet d'un air de reproche qui semblait essayer de l'attendrir. « Je pars, lui dit-il. Mais toi, tu ne pars pas. » Puis il se dirigea vers l'orme Saint-Gervais. Le digne perruquier, qui avait chassé les 2 petits auxquels Gavroche avait ouvert l'éléphant, était dans sa boutique occupé à raser un vieux soldat légionnaire. On causait. Il achevait à peine qu'un effroyable fracas ébranla la boutique. Une vitre de la devanture venait de s'étoiler brusquement. Le perruquier devint blême. « Adieu !» cria-t-il. « C'en est un boulet de canon !»« Le voici !» dit le soldat, et il ramassa quelque chose qui roulait à terre. C'était un caillou. Le perruquier courut à la vitre brisée et vit Gavroche qui s'enfuyait à toutes jambes. En passant, Gavroche, qui avait les 2 mômes sur le cœur, n'avait pu résister au désir de lui dire bonjour. Au marché Saint-Jean, Gavroche joignit une bande. Il marchait en avant avec ce chant, à tue-tête, qui faisait de lui une espèce de clairon. Il chantait. La bande grossissait à chaque instant. Gavroche était occupé de chanter, de siffler, de bourdonner, d'aller en avant, de cogner au volet des boutiques avec la crosse de son pistolet sans chien. La rue de la Chanvrerie n'était guère longue que d'une portée de carabine. La place était admirablement indiquée pour une barricade. L'entrée de la rue évasée, le fond rétréci et en cul-de-sac, facile à barrer, à droite et à gauche, aucune attaque possible que par la rue Saint-Denis, c'est-à-dire de front et à découvert. À l'irruption du rassemblement, l'épouvante avait pris toute la rue. Pas un passant qui ne se fût éclipsé. Le temps d'un éclair, boutiques établies, portes, d'allées, fenêtres, volets de toutes dimensions s'étaient fermés depuis le rez-de-chaussée jusque sur les toits. Cependant, en quelques minutes, 20 barres de fer avaient été arrachées de la devanture grillée d'un cabaret. 10 toises de rue avaient été dépavées. Des poutres d'étai avaient été arrachées à la façade d'une maison voisine et couchées sur les futailles. Rien n'est tel que la main populaire pour bâtir tout ce qui se bâtit en démolissant. Un omnibus qui avait 2 chevaux blancs passa au bout de la rue. Bossuet courut, arrêta le cocher, fit descendre les voyageurs, donna la main aux dames, congédia le conducteur et revint, ramenant la voiture et chevaux par la bride. Un instant après, les chevaux dételés s'en allaient au hasard par la rue Mondétour, et l'omnibus, couché sur le flanc, complétait le barrage de la rue. La pluie avait cessé.
Des recrues étaient arrivés, des ouvriers avaient apporté sous leur blouse un baril de poudre, des bouteilles de vitriol et 2 ou 3 torches de carnaval. On brisait l'unique réverbère de la rue et toutes les lanternes des rues circonvoisines. Force fusils portant des numéros de légion, peu de chapeaux, point de cravate, beaucoup de bras nus, quelques piques. Ajoutez à cela tous les âges, tous les visages, de petits jeunes gens pâles, des ouvriers du port, bronzés. Tous se hâtaient, et tout en s'entraidant, on causait des chances possibles. Propos terribles, auxquels se mêlait une sorte de jovialité cordiale. On eût dit des frères. Ils ne savaient pas le nom les uns des autres. Les grands périls ont cela de beau qu'ils mettent en lumière la fraternité des inconnus. Gavroche, complètement envolé et radieux, s'était chargé de la mise en train. Il allait, venait, montait, descendait, remontait, bruissait, étincelait. Il semblait être là pour l'encouragement de tous. Avait-il un aiguillon? Oui, certes, sa misère. Avait-il des ailes? Oui, certes, sa joie. Gavroche était un tourbillonnement. On le voyait sans cesse, on l'entendait toujours. Il remplissait l'air, étant partout à la fois. L'énorme barricade le sentait sur sa croupe. Il gênait les flâneurs, il excitait les paresseux, mettait les uns en gaieté et les autres en colère, se posait, s'arrêtait, repartait, volait au-dessus du tumulte et de l'effort, murmurait, bourdonnait et harcelait tout l'attelage, mousse de l'immense coche révolutionnaire. Le mouvement perpétuel était dans ses petits bras et la clameur perpétuelle dans ses petits poumons. « Hardi! Encore des pavés, encore des tonneaux, encore des machins! Où y en a-t-il? C'est tout petit votre barricade, il faut que ça monte, mettez-y tout, flanquez-y tout, fichez-y tout, cassez la maison! Tenez, voilà une porte vitrée dans une barricade, c'est excellent! Une porte vitrée, ça coupe les corps au pied de la garde nationale quand elle veut monter sur la barricade. » Du reste, il était furieux de son pistolet sans chien. Il allait de l'un à l'autre, réclamant « Un fusil, je veux un fusil, pourquoi ne me donne-t-on pas un fusil ?»« Un fusil, à toi ?»« Tiens, répliqua Gavroche, pourquoi pas? J'en ai bien eu un en 1830 quand on s'est disputé avec Charles X. Quand il y en aura pour les hommes, on en donnera aux enfants. » Gavroche se tourna fièrement et répondit « Si tu es tué avant moi, je prends le tien. » Un élégant fourvoyé qui flânait au bout de la rue fit diversion. Gavroche lui cria « Venez avec nous, jeune homme. Eh bien, cette vieille patrie, on ne fait donc rien pour elle ?» L'élégant s'enfuit. Les journaux du temps, qui ont dit que la barricade de la rue de la Chanvrerie atteignait au niveau d'un premier étage, se sont trompés. Le fait est qu'elle ne dépassait pas une hauteur moyenne de 6 ou 7 pieds. Tout ce travail se fit, sans empêchement, en moins d'1 heure. On chargea les fusils et les carabines, tous ensemble, sans précipitation, avec une gravité solennelle. Puis, les barricades bâties, les postes assignés, les fusils chargés, seuls dans ces rues redoutables où personne ne passait plus, entourés de ces maisons muettes, enveloppés des ombres croissantes du crépuscule qui commençait, isolés, armés, déterminés, tranquilles, ils attendirent. Enjolras alla trouver Gavroche, qui s'était mis à fabriquer des cartouches. « Tu es petit, on ne te verra pas, sors des barricades, va un peu partout par les rues, et reviens me dire ce qui se passe. » Gavroche se ôta sur ses hanches. « Les petits sont donc bons à quelque chose, c'est bien heureux, j'y vas. En attendant, fiez-vous aux petits, et méfiez-vous des grands. » Et Gavroche, levant la tête et baissant la voix, ajouta, en désignant un homme que personne ne connaissait, « Vous voyez bien ce grand-là ? C'est un mouchard. Il n'y a pas 15 jours, il m'a enlevé par l'oreille de la corniche du Pont-Royal, où je prenais l'air. » Alors, Enjolras s'approcha de l'homme et lui demanda « Qui êtes-vous » À cette question brusque, l'homme parut y saisir sa pensée. Il sourit, d'un sourire dédaigneux, et répondit avec une gravité hautaine « Je vois ce que c'est. Eh bien oui, je suis agent de l'autorité. » Vous vous appelez ? Javert. Enjolras fit signe à 4 hommes. En un clin d'œil, Javert fut colleté, terrassé, garrotté, fouillé. « J'y vas !» cria Gavroche. Et s'arrêtant, au moment de partir, il ajouta « À propos, vous me donnerez son fusil. Je vous laisse le musicien, mais je veux la clarinette. » Le gamin fit le salut militaire et franchit gaiement la coupure de la grande barricade.
Est-ce qu'il n'y a point de ces cas où l'insurrection monte à la dignité du devoir? La patrie se plaint, soit, mais l'humanité applaudit. Est-il vrai d'ailleurs que la patrie se plaigne? La France saigne, mais la liberté sourit, et devant le sourire de la liberté, la France oublie sa plaie. La guerre civile. Est-ce qu'il y a une guerre étrangère? Est-ce que toute guerre entre les hommes n'est pas la guerre entre frères? Il n'y a que la guerre injuste et la guerre juste. Jusqu'au jour où le grand concordat humain sera conclu, la guerre, celle du moins qui est l'effort de l'avenir qui se hâte contre le passé qui s'attarde, peut être nécessaire. Qu'a-t-on à reprocher à cette guerre-là? Ces guerres-là construisent la paix. Une énorme forteresse de préjugés, de privilèges, de superstitions, de mensonges, d'exactions, d'abus, de violences, d'iniquités, de ténèbres est encore debout sur le monde, avec ses tours de haine. Il faut la jeter bas, il faut faire crouler cette masse monstrueuse. Vaincre à Austerlitz, c'est grand. Prendre la Bastille, c'est immense. Rien ne venait encore. 10 heures avaient sonné. Enjolras et Combeferre étaient allés s'asseoir, la carabine à la main. Ils ne parlaient pas, ils écoutaient. Subitement, au milieu de ce calme lugubre, une voix claire, jeune, gaie, qui semblait venir de la rue Saint-Denis, s'éleva et se mit à chanter distinctement sur le vieil air populaire au clair de la lune, cette poésie. Mon nez est en larmes, mon ami Bugeaud, prête-moi tes gendarmes pour leur dire un mot. En capote bleue, la poule au sacco, voici la banlieue, cococorico. C'est Gavroche, il nous avertit. Une course précipitée troubla la rue déserte. On vit un être plus agile qu'un clown grimper par-dessus l'omnibus, et Gavroche bondit dans la barricade, tout essoufflé et disant « Mon fusil, les voici !» Un frisson électrique parcourut toute la barricade, et il prit le fusil de Javert. Le petit Gavroche croyait voir des hommes s'approcher à pas de loup de la barricade. Tout à coup, il cria « Méfiez-vous !» Il n'était déjà presque plus temps. On apercevait une étincelante épaisseur de baïonnettes ondulant au-dessus de la barricade. Des gardes municipaux de haute taille pénétraient, poussant devant eux le gamin qui reculait, mais ne fuyait pas. L'instant était critique. C'était cette première redoutable minute de l'inondation, quand le fleuve se soulève. Une seconde encore et la barricade était prise. Le plus grand de tous, une espèce de colosse, marchait sur Gavroche, la baïonnette en avant. Le gamin prit dans ses petits bras l'énorme fusil de Javert, coucha résolument en joue le géant et lâcha son coup. Rien ne partit. Javert n'avait pas chargé son fusil. Le garde municipal éclata de rire et leva la baïonnette sur l'enfant. Avant que la baïonnette n'eût touché Gavroche, le fusil échappait des mains du soldat. Une balle avait frappé le garde municipal au milieu du front et il tombait sur le dos. C'était Marius qui venait d'entrer dans la barricade. Les insurgés, surpris mais non effrayés, s'étaient ralliés. Des deux parts, on se couchait en joue, à bout portant. On était si près qu'on pouvait se parler à portée de voix. Quand on fut à ce point où l'étincelle va jaillir, un officier, en hausse col et à grosses épaulettes, étendit son épée et dit « Bas les armes !»« Feu !» dit Enjolras. Les deux détonations partirent en même temps. Tout disparut dans la fumée. Fumée âcre et étouffante, où se traînaient avec des gémissements faibles et sourds des mourants et des blessés. Quand la fumée se dissipa, on vit des deux côtés les combattants, éclaircis, mais toujours aux mêmes places, qui rechargeaient les armes en silence. Tout d'un coup, on entendit une voix tonnante qui criait « Allez-vous-en, ou je fais sauter la barricade !» Marius était entré dans la salle basse, y avait pris le baril de poudre, puis il avait profité de la fumée pour se glisser le long de la barricade jusqu'à la torche. Et maintenant, tous, gardes nationaux, gardes municipaux, officiers, soldats, le regardaient avec stupeur, la torche à la main, son fier visage éclairé par une résolution fatale, penchant la flamme de la torche vers ce monceau redoutable où l'on distinguait le baril de poudre brisé, et poussant ce cri terrifiant. « Allez-vous-en, ou je fais sauter la barricade !»« Sauter la barricade !» dit un sergent. « Et toi aussi !» Marius répondit. « Et moi aussi. » Et il approcha la torche du baril de poudre.
Mais il n'y avait déjà plus personne sur le barrage. Les assaillants, laissant leurs morts et leurs blessés, refluaient pêle-mêle et en désordre vers l'extrémité de la rue et s'y perdaient de nouveau dans la nuit. Ce fut un sauve-qui-peut. La barricade était dégagée. Les assaillants ne bougeaient plus, soit qu'ils attendissent les ordres, soit qu'avant de se ruer à nouveau sur cette imprenable redoute, ils attendissent des renforts. Les insurgés avaient posé des sentinelles et quelques-uns, qui étaient étudiants en médecine, s'étaient mis à panser les blessés. La voix du jeune coq du petit Gavroche retentit dans la barricade. L'enfant montait sur une table pour charger son fusil et chantait gaiement la chanson alors si populaire. En voyant Lafayette, le gendarme répète « Sauvons-nous, 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 sauvons-nous » Marius écrivait. La lettre pliée, il demeura un moment pensif. Puis il appela Gavroche. Le gamin, à la voix de Marius, accourut avec sa mine joyeuse et dévouée. « Veux-tu faire quelque chose pour moi ?»« Tout !» dit Gavroche. « Dieu du bon Dieu, sans vous, vrai, j'étais cuit !»« Tu vois bien cette lettre ? Prends-la. Sors de la barricade sur le champ. » Gavroche, inquiet, commença à se gratter l'oreille. « Et demain matin, tu la remettras à son adresse, à mademoiselle Cosette, chez monsieur Fauchelevent, rue de l'Homme Armé, numéro 7. » L'héroïque enfant répondit. « Ah bien, mais pendant ce temps-là, on prendra la barricade, et je n'y serai pas. Si j'allais porter votre lettre demain matin. » Il sera trop tard. La barricade sera probablement bloquée et toutes les rues seront gardées, et tu ne pourras pas sortir. Va tout de suite. Gavroche ne trouva rien à répliquer. Il restait là, indécis, en se grattant l'oreille tristement. Tout à coup, il prit la lettre. Gavroche avait eu une idée qui l'avait déterminé. Cette idée, la voici. Il est à peine minuit. La rue de l'Homme Armé n'est pas loin. Je vais porter la lettre tout de suite et je serai revenu à temps. Il venait d'arriver rue de l'Homme Armé, regardait en l'air et paraissait chercher. Jean Valjean, qui l'instant d'auparavant, dans la situation d'âme où il était, n'eût parlé ni même répondu à personne, se sentit irrésistiblement poussé à adresser la parole à cet enfant. « Petit, dit-il, qu'est-ce que tu as ?»« J'ai que j'ai faim, répondit Gavroche nettement. Et il ajouta. « Petit vous-même ?» Jean Valjean fouilla dans son gousset et en tira une pièce de 5 francs. Mais Gavroche, qui passait vite d'un geste à l'autre, venait de ramasser une pierre. Il avait aperçu le réverbère. « Tiens, dit-il, vous avez encore vos lanternes ici ? Vous n'êtes pas en règle, mes amis, c'est du désordre, cassez-moi ça !» Et il jeta la pierre dans le réverbère dont la vitre tomba avec fracas. Le réverbère oscilla violemment et s'éteignit. La rue devint brusquement noire. Jean Valjean s'approcha de Gavroche et il lui mit la pièce de 100 sous dans la main. Gavroche leva le nez, étonné de la grandeur de ce gros sou. Il le regarda dans l'obscurité et la blancheur du gros sou l'éblouit. Il dit « Contemplons le tigre ». Il le considéra quelques instants avec extase, puis se retournant vers Jean Valjean, lui tendit la pièce et lui dit, majestueusement, « Bourgeois, j'aime mieux casser des lanternes. Reprenez votre bête féroce, on ne me corrompt point. Ça a 5 griffes, mais ça ne m'égratigne pas. » « As-tu une mère ?» demanda Jean Valjean. Gavroche répondit, « Peut-être plus que vous. » « Eh bien, reprit Jean Valjean, garde cet argent pour ta mère. » Gavroche se sentit remuer. D'ailleurs, il venait de remarquer que l'homme qui lui parlait n'avait pas de chapeau, et cela lui inspirait confiance. « Vrai ?» dit-il. « Ce n'est pas pour m'empêcher de casser des réverbères ? Casse tout ce que tu voudras. »« Vous êtes un brave homme !» dit Gavroche, et il mit la pièce de 5 francs dans une de ses poches. Sa confiance croissant, il ajouta, « Pourriez-vous m'indiquer le numéro 7 ? Est-ce que c'est toi qui m'apportes la lettre que j'attends ? La lettre est pour mademoiselle Cosette, n'est-ce pas ? » « Cosette » grommela Gavroche. « Je crois bien que c'est ce drôle de nom-là. »« Eh bien, reprit Jean Valjean, c'est moi qui dois lui remettre la lettre. Donne !»« Au fait, continua Gavroche, vous m'avez l'air d'un brave homme. Donne, vite ! Tenez. » Et il remit le papier à Jean Valjean. « Dépêchez-vous, monsieur Chose, puisque mademoiselle Chosette attend. » Gavroche fut satisfait d'avoir produit ce mot. « Cette lettre vient de la barricade de la rue de la Chanvrerie, et j'y retourne. Bonsoir, citoyen. »
Cela dit, Gavroche s'en alla, se replongea dans l'obscurité comme s'il y faisait un trou avec la rapidité rigide d'un projectile. L'on eût pu le croire dissipé et évanoui, si quelques minutes après sa disparition, une éclatante cassure de vitre et le patatras splendide d'un réverbère croulant sur le pavé n'eussent brusquement réveillé de nouveau les bourgeois indignés. C'était Gavroche qui passait rue du Chaume. Après avoir consciencieusement lapidé le réverbère de la rue Chaume, il aborda la rue des Vieilles Haudriettes. Et n'y voyant pas un chat, il trouva l'occasion bonne pour entonner toute la chanson dont il était capable. Gavroche, tout en chantant, prodiguait la pantomime. Son visage inépuisable répertoire de masques faisait des grimaces. Malheureusement, comme il était seul et dans la nuit, cela n'était ni vu ni visible. Il y a de ces richesses perdues. Soudain, il s'arrêta court. Sa prunelle féline venait de distinguer dans le refoncement d'une porte cochère une charrette à bras et un auvergnat qui dormait dedans. Gavroche, avec son expérience des choses de ce monde, reconnut un ivrogne. Voilà, pensa Gavroche, on prend la charrette pour la République et on laisse l'auvergnat à la monarchie. Son esprit venait d'être illuminé par la clarté que voici. Cette charrette ferait joliment bien sur notre barricade. L'auvergnat ronflait. Gavroche tira doucement la charrette et au bout d'une minute, l'auvergnat imperturbable reposait sur le pavé. La charrette était délivrée. Gavroche fouilla dans une de ses poches, en tira un chiffon de papier et un bout de crayon rouge. Il écrivit « République française, reçut ta charrette » et il signa « Gavroche ». Cela fit, il mit le papier dans la poche. Dans la poche de l'auvergnat, toujours ronflant, saisit le brancard dans ses deux poings et partit dans la direction des Halles, poussant devant lui la charrette au grand galop, avec un glorieux tapage triomphal. Ceci était périlleux. Il y avait un poste, occupé par des gardes nationaux, et les têtes se soulevaient sur les lits de camp. 2 réverbères brisés coup sur coup, 7 chansons chantées à tue-tête. Cela était beaucoup pour les rues si poltronnes. Depuis 1 heure, le gamin faisait dans cet arrondissement paisible le vacarme d'un moucheron dans une bouteille. Le sergent de la banlieue écoutait. Il attendait. C'était un homme prudent. Le roulement forcené de la charrette le détermina à tenter une reconnaissance. « Ils sont là toute une bande !» dit-il. « Allons doucement. » Et le sergent se hasarda hors du poste à pas sourds. Tout à coup, Gavroche, poussant sa charrette, se retrouva face à face, avec un uniforme, un sacco, un plumet et un fusil. Pour la seconde fois, il s'arrêta net. « Tiens, dit-il, c'est lui. Bonjour, l'ordre public. » Les étonnements de Gavroche étaient courts et dégelaient vite. « Où vas-tu, voyou » cria le sergent. « Citoyen, dit Gavroche, je ne vous ai pas encore appelé bourgeois, pourquoi m'insultez-vous ?»« Je te demande où tu vas, gredin. » Gavroche répondit. « Vous parlez gentiment, vous devriez vendre tous vos cheveux 100 francs la pièce, ça vous ferait 500 francs. » Le sergent croisa la baïonnette. « Me diras-tu où tu vas, à la fin, misérable ?»« Mon général, dit Gavroche, je vais chercher le médecin pour mon épouse qui est en couche. »« Aux armes !» cria le sergent. Gavroche mesura d'un coup d'œil toute la situation. C'était la charrette qui l'avait compromis, c'était à la charrette de le protéger. Au moment où le sergent allait fondre sur lui, la charrette, devenue projectile et lancée à tour de bras, roulait avec furie et le sergent, atteint en plein ventre, tombait à la renverse dans le ruisseau pendant que son fusil partait en l'air. Au cri du sergent, les hommes de poste étaient sortis pêle-mêle. Le coup de fusil détermina une décharge générale, au hasard, après laquelle on rechargea les armes et l'on recommença. Cette mousquetade à Colin-Maillard dura un bon quart d'heure et tua quelques carreaux de vitre. Cependant, Gavroche, qui avait éperdument rebroussé chemin, s'arrêtait à 5 ou 6 rues de là. Il prêtait l'oreille. « Oui, dit-il, je pouffe, je me tords, j'abonde de joie, mais je perds ma route, pourvu que j'arrive à temps à la barricade. » Là-dessus, il reprit sa course, tout en courant. « Ah, ça, où en étais-je donc ?» dit-il. Et il se remit à chanter sa chanson. En même temps qu'un boulet sur la barricade, Gavroche s'abattit dedans. On l'entoura. Il n'eut le temps de rien raconter. Marius, frissonnant, le prit à part. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?»« Tiens, dit l'enfant, et vous ?» Et il regarda fixement Marius, avec son effronterie épique.
Ce fut avec un accent sévère que Marius continua. « Qui est-ce qui te disait de revenir? As-tu au moins remis la lettre à son adresse ?» Gavroche n'était pas sans quelque remords à l'endroit de cette lettre. Dans sa hâte de revenir à la barricade, il s'en était plutôt défait plus qu'il ne l'avait remise. En somme, il se faisait à ce sujet de petites remontrances intérieures et il craignait les reproches de Marius. Il prit pour se tirer d'affaire le procédé le plus simple. Il mentit abominablement. « Citoyen, j'ai remis la lettre au portier. La dame dormait. Elle aura la lettre en se réveillant. » Marius, en envoyant cette lettre, avait 2 buts. Dire adieu à Cosette et sauver Gavroche. Il dut se contenter de la moitié de ce qu'il voulait. Cependant, Gavroche était déjà à l'autre bout de la barricade, criant « Mon fusil !» Courfeyrac le lui fit rendre. Gavroche prévint les camarades, comme il les appelait, que la barricade était bloquée. Il avait eu grand-peine à arriver. Un bataillon de ligne observait des côtés de la rue du Cygne. Du côté opposé, la garde municipale occupait la rue des Prêcheurs. Et en face, on avait le gros de l'armée. Ce renseignement donné, Gavroche ajouta « Je vous autorise à leur flanquer une pile indigne !» Le feu des assaillants continuait. La mousqueterie et la mitraille alternaient, sans grand ravage, à la vérité. Les aboiements des sombres chiens de la guerre se répondaient. Des 2 pièces qui battaient maintenant la barricade, l'une tirait à mitraille et l'autre à boulet. « Il faut absolument diminuer l'incommodité de ces pièces, dit Enjolras, et il cria « Feu sur les artilleurs !» Tous étaient prêts. La barricade, qui se taisait depuis si longtemps, fit feu éperdument. 7 ou 8 décharges se succédèrent. Avec une sorte de rage et de joie, la rue s'emplit de fumée aveuglante, et au bout de quelques minutes, on put distinguer confusément les 2 tiers des artilleurs couchés sous les roues des canons. Le feu était ralenti. « Voilà qui va bien, dit Bossuet à Enjolras. Succès !» Enjolras hocha la tête et répondit. « Encore un quart d'heure de ce succès, et il n'y aura plus 10 cartouches dans la barricade. » Il paraît que Gavroche entendit ce mot. Courfeyrac tout à coup aperçut quelqu'un au bas de la barricade, dehors, dans la rue, sous les balles. Gavroche avait pris un panier, était paisiblement occupé à vider dans son panier les gibernes pleines de cartouches des gardes municipaux tués sur le talus. « Qu'est-ce que tu fais là » dit Courfeyrac. Gavroche leva le nez. « Citoyen, j'emplis mon panier. »« Tu ne vois donc pas la mitraille ?» Gavroche répondit. « Eh bien, il pleut, et après ?» Courfeyrac cria. « Rentre !»« Tout à l'heure !» fit Gavroche. Et d'un bond, il s'enfonça dans la rue. Une vingtaine de morts gisaient, çà et là, dans toute la longueur de la rue sur le pavé. Une vingtaine de gibernes pour Gavroche. Une provision de cartouches pour la barricade. La fumée était dans la rue comme un brouillard. C'est à peine si, d'un bout à l'autre de la rue, pourtant fort courte, les combattants s'apercevaient. Cet obscurcissement fut utile à Gavroche. Sous les plis de ce voile de fumée, et grâce à sa petitesse, il put s'avancer assez loin dans la rue sans être vu. Il dévalisa les 7 ou 8 premières gibernes sans trop de danger. Il rampait à plat ventre, galopait à 4 pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d'un mort à l'autre et vidait la giberne ou la cartouchière comme un singe ouvre une noix. De la barricade, dont il était encore assez près, on osait lui crier de revenir, de peur d'appeler l'attention sur lui. À force d'aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade devenait transparent. Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près d'une borne, une balle frappa le cadavre. « Fichtre !» dit Gavroche. « Voilà qu'on me tue mes morts !» Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. Gavroche regarda et vit que cela venait de la banlieue. Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil fixé sur gardes nationaux qui tiraient, et il chanta. « On est laid à Nanterre, c'est la faute à Voltaire, et bête à pas les os, c'est la faute à Rousseau. » Puis il ramassa son panier, y remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui étaient tombées, et avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre giberne. Là, une quatrième balle le manqua encore, et Gavroche chanta. « Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. » Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet. « Joie et mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. » Cela continua quelque temps ainsi.
Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse. On le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait et disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez, et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait. Lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fait. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui. Il était plus leste qu'elle. Il jouait on ne sait quel jeu effrayant de cache-cache avec la mort. À chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle, pourtant, mieux ajustée, ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri, mais pour le gamin, toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant, un long filet de sang rayait son visage. Il éleva les deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup, et il se mit à chanter. « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... » Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit, la face contre le pavé, et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Il y avait en ce moment-là, dans le jardin du Luxembourg, 2 enfants qui se tenaient par la main. L'un pouvait avoir 7 ans, l'autre 5. La pluie les avait mouillés, ils marchaient dans les allées du côté soleil. L'aîné conduisait le petit. Ils étaient en haillons et pâles. Le plus petit disait « J'ai bien faim ». L'aîné, déjà un peu protecteur, conduisait son frère de la main et avait une baguette dans l'autre. Ils étaient seuls dans le jardin. Comment ces enfants étaient-ils arrivés là ? Peut-être s'étaient-ils évadés de quelque corps de garde entrebâillé. Peut-être aux environs y avait-il quelques baraques de saltimbanques dont ils s'étaient enfuis. Peut-être avaient-ils passé la nuit dans quelques-unes de ces guérites où on lit les journaux. Le fait est qu'ils étaient errants, qu'ils semblaient libres. Être errant et sembler libre, c'est être perdu. Ces pauvres petits étaient perdus, en effet. Ces 2 enfants étaient ceux-là même dont Gavroche avait été en peine, enfants des Thénardier, en location chez la Magnon, attribués à M. Gillenormand, et maintenant, feuilles tombées, sans racines, roulées sur la terre par le vent. Ces êtres appartenaient désormais à la statistique des enfants abandonnés, que la police constate, ramasse, égare et retrouve sur le pavé de Paris. Il fallait le trouble d'un tel jour pour que ces petits misérables fussent dans le jardin. Si les surveillants les eussent aperçus, ils les eussent chassés de ces haillons. Les petits pauvres n'entrent pas dans les jardins publics. Pourtant, on devrait songer que, comme enfants, ils ont droit aux fleurs. Il avait plu la veille et même un peu le matin, mais en juin les ondées ne comptent pas. C'est à peine si l'on s'aperçoit 1 heure après un orage que cette belle journée blonde a pleuré. La terre en été est aussi vite sèche que la joue d'un enfant. Rien n'est admirable comme la verdure débarbouillée par la pluie et essuyée par le rayon. C'est de la fraîcheur chaude. Il y a des êtres qui n'en demandent pas davantage. Contemplateurs du cosmos, radieusement distraits de l'homme, qui ne comprennent pas qu'on s'occupe de la faim de ceux-ci ou de la soif de ceux-là, de la nudité du pauvre en hiver, du grabat, du grenier, du cachot et des haillons des jeunes filles grelottantes, quand on peut rêver sous les arbres. Esprit paisible et terrible, impitoyablement satisfait. Chose étrange, l'infini leur suffit. À quoi bon s'occuper de ce détail, l'homme ? L'homme souffre, c'est possible, mais regardez donc, Aldébaran se lève. La mère n'a plus de lait, le nouveau-né se meurt, je n'en sais rien. Considérez donc cette rosace merveilleuse que fait la rondelle de l'aubier du sapin examinée au microscope. Comparez-moi la plus belle maline à cela. C'est là une famille d'esprits à la fois petits et grands.
Horace en était. Goethe en était. La Fontaine, peut-être. Magnifique égoïste de l'infini, spectateur tranquille de la douleur, il ne voit pas Néron s'il fait beau, auquel le soleil cache le bûcher, qui regarderait guillotiner en y cherchant un effet de lumière, qui n'entendent ni le sanglot, ni le cri, ni le râle, ni le tocsin, pour qui tout est bien, puisqu'il y a le mois de mai, et qui sont déterminés à être heureux jusqu'à épuisement du rayonnement des astres et du chant des oiseaux. Ce sont de radieux ténébreux. Ils ne se doutent pas qu'ils sont à plaindre. Dans cette supériorité, il y a de l'infirmité. On peut être immortel et boiteux, témoin Vulcain. On peut être plus qu'un homme et moins qu'un homme. Le 6 juin 1832, vers 11h du matin, le Luxembourg, solitaire et dépeuplé, était charmant. On respirait l'odeur poivrée des œillets, qui étaient là, aspiraient du bonheur. La vie sentait bon, toute cette nature exhalait la candeur, le secours, l'assistance, la paternité, la caresse, l'aurore. Les statues sous les arbres, nues et blanches, avaient des robes d'ombre trouées de lumière. Ces déesses étaient toutes déguenillées de soleil. Il leur pendait des rayons de tous les côtés. Il faisait assez de vent pour soulever çà et là de petites émeutes de poussière. C'était splendide. Dieu servait le repas universel. Chaque être avait sa pâture ou sa pâtée. On se mangeait bien un peu les uns les autres, ce qui est le mystère du mal mêlé au bien, mais pas une bête n'avait l'estomac vide. Les deux petits abandonnés étaient parvenus près du grand bassin, et, un peu troublés par toute cette lumière, ils tâchaient de se cacher. Instinct du pauvre et du faible devant la magnificence. Ils se tenaient derrière la baraque des cygnes. Le petit répétait de temps en temps, à demi-voix, « J'ai faim ». Presque au même instant que les deux enfants, un autre couple s'approchait du grand bassin. C'était un bonhomme de 50 ans qui menait par la main un bonhomme de 6 ans. Sans doute le père avec son fils. Le bonhomme de 6 ans tenait une grosse brioche. Les deux petits pauvres regardèrent venir ce monsieur et se cachèrent un peu plus. Celui-ci était un bourgeois. Il avait l'air affable et altier, et une bouche qui, ne se fermant pas, souriait toujours. Ce sourire mécanique, produit par trop de mâchoires et trop peu de peau, montre les dents plutôt que l'âme. L'enfant avec sa brioche mordue qu'il n'achevait pas semblait gavé. Il était vêtu en garde nationale à cause de l'émeute, et le père était resté habillé en bourgeois à cause de la prudence. Le père et le fils s'étaient arrêtés près du bassin où s'ébattaient les deux cygnes. Si les deux petits pauvres eussent écouté et eussent été d'âge de comprendre, ils eussent pu recueillir les paroles d'un homme grave. Le père disait au fils : « Le sage vit content de peu. Regarde, mon fils, je n'aime pas le faste. Jamais on ne me voit avec des habits chamarrés d'or et de pierreries. » Tout à coup, il aperçut les deux petits déguenillés, immobiles, derrière la maisonnette verte des cygnes. « Voilà le commencement, dit-il. Et après un silence, il ajouta : « L'anarchie entre dans ce jardin. » Cependant, le fils mordit la brioche et la recracha brusquement. Il se mit à pleurer. « Je n'ai plus faim, dit l'enfant. « Tu n'en veux plus ?» Le père lui montra les cygnes. « Jette-le à ces palmipèdes. » L'enfant hésita. « On ne veut plus de son gâteau, ce n'est pas une raison pour le donner. » Le père poursuivit. « Sois humain. Il faut avoir pitié des animaux. » Et prenant à son fils le gâteau, il le jeta dans le bassin. Le gâteau tomba assez près du bord. Les cygnes étaient loin, au centre du bassin, et occupés à quelque proie. Ils n'avaient vu ni le bourgeois, ni la brioche. Le bourgeois, sentant que le gâteau risquait de se perdre, se livra à une agitation télégraphique qui finit par attirer l'attention des cygnes. « Rentrons, dit le père, et il emmena son petit bourgeois. Le fils, regrettant les cygnes, tourna la tête vers le bassin jusqu'à ce qu'un coude des quinconces le lui cachait. Cependant, en même temps que les cygnes, les deux petits errants s'étaient approchés de la brioche. Elle flottait sur l'eau. L'aîné se coucha vivement à plat ventre sur le rebord arrondi du bassin, et penché sur l'eau, presque prêt à y tomber, étendit sa baguette vers le gâteau. Les cygnes, voyant l'ennemi, se hâtèrent. L'eau devant les cygnes reflua, et l'une de ces molles ondulations concentriques poussa doucement la brioche vers la baguette de l'enfant. L'enfant donna un coup vif, ramena la brioche, effraya les cygnes, saisit le gâteau et se redressa. Le gâteau était mouillé, mais ils avaient faim et soif.
L'aîné fit 2 parts de la brioche, une grosse et une petite, prit la petite pour lui, donna la grosse à son petit frère et lui dit « Colle-toi ça dans le fusil ». Marius s'était élancé hors de la barricade. Combeferre l'avait suivi, mais il était trop tard. Gavroche était mort. Combeferre rapporta le panier de cartouches. Marius rapporta l'enfant.